Ce matin, Claire Géronimi. Bonjour Claire. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Le 11 novembre dernier, votre vie bascule. Un homme vous viole dans le hall de votre immeuble. La police va vite le retrouver. Il est centrafricain, il a 25 ans. Il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF, et d'une interdiction administrative du territoire. Une heure avant vous, cet homme avait violé une autre femme. Et son profil, finalement, rappelle furieusement celui du meurtrier présumé de Philippine. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, face à tant de similitudes? Que vous a fait la révélation de cette affaire Philippine? Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation. C'est vrai que, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de mettre en parallèle nos deux histoires. Malheureusement, Philippine, elle, a été tuée. Moi, je suis vivante, mais c'est vrai que ça fait toujours froid dans le dos. On a le même type d'agresseurs, des hommes qui étaient tous les deux sous OQTF, également des hommes qui étaient fraîchement sortis de prison. On avait, on va dire, toutes les deux une vie devant nous. Bon, heureusement, moi, je suis vivante. C'est vrai que ma vie est quand même détruite sur certains points, mais c'est vrai que ça fait quand même froid dans le dos de voir qu'au bout d'un an d'agression, il y a rien qui a évolué. Comment se sont passés les jours, les semaines, les mois qui ont suivi votre agression, Claire Géronimi? C'est très éclairant sur le système français, au-delà du système judiciaire, du fait que quelqu'un qui est sous OQTF puisse rester en France, que quelqu'un qui devrait accomplir une peine de prison finalement sort par anticipation. Ce que vous avez vécu illustre aussi ce qui se passe du côté des victimes. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte après avoir déposé plainte qu'il y a énormément de problèmes de la part de la justice. Également, il y a un énorme problème de suivi des victimes d'un point de vue psychologique, un encadrement juridique aussi qui est moindre. Vous êtes suivi, vous, personnellement? La justice vous accompagne psychologiquement? Pas du tout. En fait, quand j'ai déposé plainte, on nous donne une feuille A4 où on nous donne un peu les contre-indications de comment on va se sentir. Comme, vous savez, une notice d'effet secondaire quand on prend une plaquette de médicaments. Et c'est vrai que ça a été un peu un choc de se dire, OK, on est juste face à un bout de papier qui va nous dire comment se sentir. Alors oui, bien sûr, il y a un numéro de téléphone de la part d'une psychologue de la police, mais qui est très peu disponible parce que malheureusement, il y a beaucoup d'agressions et qu'elle n'est pas du tout disponible. Du coup, je suis suivie, mais à mes frais. Donc en fait le problème c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui peuvent pas subvenir justement à un suivi psychologique et c'est également pour ça que je suis en train de créer mon association pour aider les femmes financièrement de ce point de vue-là, d'un point de vue psychologique, administratif et juridique aussi. Alors pas de chance pour le garde des Sceaux, 3 heures seulement avant qu'on apprenne le pédigré du tueur de Philippine, à savoir qu'il était sous OQTF, qu'il avait déjà été condamné pour viol. Didier Migaud, nouveau ministre de la Justice, s'assurait qu'il n'y a pas de laxisme. De la justice n'existe pas. Le laxisme de la justice n'existe pas. Le laxisme de la justice. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration? Écoutez, on va dire que c'est un peu dissonant. C'est que en fait, peut-être que s'il y avait un meilleur fonctionnement de la justice, au final, cet homme serait resté dans son centre de rétention administrative. Peut-être qu'il il aurait été renvoyé dans son pays. Et peut-être qu'aujourd'hui, Philippine serait encore en vie. Vous avez constaté, vous, que lorsque vous précisiez que votre violeur était un étranger sous OQTF, certaines, pour le dire gentiment, vous ont tourné le dos, si ce n'est plus. Il y a eu des articles extrêmement durs envers vous, des messages d'insultes, on vous a attaqué, on vous a dit que vous étiez d'extrême droite, finalement, de souligner le statut d'OQTF, finalement, de votre agresseur. OQTF, c'est, en droit, l'État donne l'ordre au mec de quitter le pays. Oui. Où est-ce qu'on l'a chopé? Non, mais attendez, où est-ce qu'on l'a chopé? Attendez, non, c'est important. Où est-ce qu'on l'a chopé, le mec? On l'a chopé en Suisse. Oui, alors. Ça veut dire que l'OQTF avait déjà été appliqué. Et on était à l'époque, je rappelle aussi, en plein dans le débat sur la loi immigration. Ouais. Bien sûr. En fait, il y a beaucoup de... On va dire, il y a que certains médias qui sont peut-être plus d'un certain penchant qu'un autre, qui ont bien voulu m'écouter. Pourtant, j'ai essayé de contacter tous les médias, je tiens vraiment bien à le préciser, parce que des fois, certaines personnes me disent que j'ai accepté trop d'invitations de médias d'un penchant plus que l'autre. Également, plus on a refusé de vous donner la parole parce que, justement, votre agresseur était un étranger sous OQTF. Bien sûr, parce que mon agresseur était un étranger sous OQTF et qu'en fait, j'énonçais juste les faits. Comme quoi, il était sous OQTF et comme quoi, en fait, il ne devait pas être sur ce territoire. Et justement, je posais des questions à l'État à l'époque de pourquoi les OQTF n'ont pas été exécutés. Et apparemment, ça a dérangé. Elle en est où, la procédure pour votre histoire à vous? Est-ce que votre agresseur, il a été jugé? Est-ce qu'il sera jugé en France? Qu'en est-il exactement? Vous avez des informations? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, la justice est encore une fois très lente. Donc, ça va bientôt, comme je vous l'ai dit, faire 1 an. On est 2 sur le procès. Du coup, la fille qui est juste avant moi, qui s'appelle Mathilde, et moi-même. Donc, ça prend 2 fois plus de temps. Pour le moment, il y a le juge d'instruction qui est en cours. Mais en fait, à part des check, on va dire psychologique, pas grand-chose. Pas grand-chose, pas encore de confrontation, pas de date de procès non plus. Oui. Et donc, combien font, vous êtes habitué à compter en milliards à la Cour des comptes, alors je vais vous demander simplement combien font 7 fois 9. Vous avez, je vous répondrai juste après 9 fois 7, 76, mais, ouais. mais vous le laxisme de la justice n'existe pas.
Le laxisme de la justice. Ça vous maintient finalement dans les suites de ce drame que vous avez vécu, Claire Géronimi? Bien sûr, moi j'ai une théorie, c'est que le problème, c'est que tant que en fait, le procès n'est pas passé, une victime ne peut pas se reconstruire. Et en moyenne, c'est environ entre 2 et 4 ans entre le dépôt de plainte et le procès, ce qui est très long. Et en fait, ça peut pas mettre un point final justement à cet événement traumatisant pour une victime. Alors d'une certaine manière, je vais faire un parallèle qui peut-être paraîtra hasardeux à certains, mais votre histoire me rappelle un peu celle de Gisèle Pellicot. Je dis ça parce que vous avez décidé de médiatiser votre affaire, vous avez décidé d'en faire un exemple public. Quelque part, vous faites don de vous-même à toutes les femmes pour que votre histoire puisse servir d'exemple. Et vous avez décidé de créer une association. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Oui, bien sûr. Déjà, vraiment, j'ai commencé à parler sur les médias justement pour porter la voix des femmes qui, elles, n'osent pas forcément dévoiler au grand jour parce que c'est quand même une honte un peu ancrée dans les mœurs de se faire agresser et violer. Et en fait, j'ai voulu créer cette association justement pour aider les femmes d'un point de vue financier sur le côté juridique, psychologique, administratif. Et ça fonctionne? Vous arrivez à collecter des fonds aujourd'hui? On est en process. Pour le moment, j'ai commencé à lancer un podcast justement qui pourra aider les femmes à peut-être avoir... qui s'appelle Éclat de Femmes. Exactement, le podcast s'appelle Éclat de Femmes, l'association aussi s'appellera Éclat de Femmes. Et le but, c'est vraiment, en tout cas, de montrer aux femmes que c'est possible de se reconstruire après un événement traumatisant. Merci Claire Géronimi d'être... Peut-être que j'étais la mauvaise victime, en tout cas pour une partie, on va dire, de la politique et des médias. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu entendre, en tout cas, mon histoire. Mais c'est vrai qu'en fait, au final, se faire agresser par un homme dans la rue qui, d'autant plus, était sous OQTF, ça peut arriver à n'importe qui, qu'on soit de droite ou de gauche. Oui, mais qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui? Ça ravive votre colère et votre sentiment d'injustice, d'incompréhension, parce que vous en avez parlé souvent. J'imagine que vous revivez ça au quotidien. Bien vous sûr. dites encore une après moi. Tout ça est resté vain. En fait, au final, j'ai vu hier soir que cet homme était sous OQTF, donc bien sûr, on m'a envoyé des messages, on m'a dit « Ah, j'ai pensé à toi ». Et en fait, ça justement, ça ravive l'histoire et je me dis encore une. Et en fait, au final, ça fait 1 an que je demande des explications de pourquoi mon agresseur n'avait pas quitté son territoire. Et au final, ça n'a rien changé depuis 1 an. Bon, d'une certaine manière, vous vous dites quoi? Le système ne nous protège pas. Comment vous vous sentez maintenant quand vous rentrez chez vous le soir? Je pense toujours en insécurité. C'est pas parce qu'on s'est fait agresser 1 fois qu'on peut pas se faire agresser 2 fois. Et je pense que je suis pas la seule. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se sentent en insécurité aussi. En tant que femme, on est obligé de réfléchir à comment on s'habille quand on sort, réfléchir à prendre également sa petite bombe à poivre, voir si on doit pas prendre un taxi plutôt que de prendre les transports en commun. Donc à chaque fois, c'est un petit rituel qu'on met en place. Et en fait, je pense que les Français se sont habitués à ce sentiment d'insécurité. Le problème, c'est que c'est pas normal. En France, c'est pas normal aujourd'hui d'être dans un pays si développé et avoir un sentiment d'insécurité comme ça. D'adopter des réflexes, effectivement, d'autoprotection. Je crois que chacune ici peut sans doute le confirmer dans son quotidien. Vous dites aussi que ce qui vous est arrivé a renforcé votre sens politique, ou peut-être éveillé, mettre votre conscience politique. Ça n'était pas le cas avant, et vous aviez l'impression de vivre dans un monde peut-être plus protégé ou athée, je ne sais pas comment le définir. En tout cas, j'ai l'impression de vivre dans un monde où, bien sûr, j'étais quand même en insécurité, mais ça allait, parce qu'en fait, tant que ça nous arrive pas ou ça arrive pas à l'un de nos proches, on se sent pas totalement en insécurité. Par contre, quand ça arrive à quelqu'un, encore une fois, qui habite juste à côté de chez nous, là, on commence à le sentir, et d'autant plus quand c'est nous-mêmes. Donc oui, ça a renforcé un petit peu tous ces avis politiques, comme quoi il fallait vraiment faire bouger les choses. Et aujourd'hui, en tout cas, j'attends que le gouvernement puisse, en tout cas notre nouveau gouvernement, puisse faire quelque chose et que ça soit une bonne sonnette d'alarme, quoi. Quand vous avez parlé, parce que on aime bien avoir de l'empathie pour les victimes, mais on n'aime pas, c'est vrai, souvent, certaines personnes n'aiment pas qu'elles parlent trop, qu'elles s'expriment trop, comme si c'était quelque chose de suspect, comme s'il y avait un message sous-jacent derrière. On vous l'a reproché. Vous avez l'impression que certains avaient un regard qui changeait sur ce que vous disiez, comme si vous n'étiez pas, fondé à vous exprimer au-delà de ce qui vous était arrivé simplement? Oui, bien sûr, il fallait juste parler en tant que victime et pas forcément donner son avis non plus. En soi, j'ai juste dit les faits aussi. J'ai juste dit, ok, pourquoi mon agresseur était un homme sous OQTF comme l'agresseur de Philippines, pourquoi il était sous OQTF et pourquoi au final il était encore sur ce territoire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui ont un peu justement revendiqué mes propos et qui ont dit que j'étais une personne d'extrême droite et que en fait je faisais de la politique, alors qu'en soi ce n'est pas le cas. Tout de suite vous paraissiez suspecte, quoi. Bien sûr, c'est ça, et que c'était totalement limite faux en fait mon histoire. Du soir au matin, vous parlez des Algériens avec des bandes de schlag. Je vous sors le red flag, non je partirai pas. Je connais pas la Isma, non je le ferai pas. J'aime trop la RSA. Eh ben, ils nous ont colonisé 132 ans. Et là c'est notre tour. Et maintenant on va les coloniser à vie jusqu'à la mort. On va vous couler.
ça et ça, il s'arrête pas d'insulter. D'ailleurs, il vient nous dire je vais coloniser la France. Pourquoi vous parlez des Algériens? Bah ta gueule, c'est pour ça. Eh ben, ils nous ont colonisé 132 ans. Et là, c'est notre tour. Et maintenant, on va les coloniser à vie jusqu'à la mort. C'est notre tour cette fois. On va bien vous niquer. Grâce à votre RSA, non, je partirai pas. Je connais pas la Hijra. Non, je la ferai pas. J'aime trop le RSA. J'habite pas en Algérie. Je connais le français des Algériens. Donc tu vas pas me le faire. Je suis linguiste. Je connais les Français. Je connais les Algériens qui habitent en France. Et je connais qui naissent en France. Voilà. Toi, t'es de l'Algérie, de la banlieue, tu sais, du 9-3. C'est ça ton Algérie à toi. Je suis un vrai Algérien, mais là-bas ils me veulent pas. Sans mon drapeau, je suis rien. Je le prends même pour faire caca. Ah non, je partirai pas. Je connais pas la Hijra. Non, je la ferai pas. J'aime trop le RSA. Je sais tous des fachos. Je suis plus français que vous. Le grand-père du voisin de ton marron. Il s'est battu pour la France. Jamais de la vie, je suis français. Je suis Algérien. Non, je partirai pas. Je connais pas la Hijra. Non, je la ferai pas. J'aime trop le RSA. Vous êtes tous des fachos. Je suis plus français que vous. Le grand-père du voisin de tonton Marmot. Il s'est battu pour la France. Jamais de la vie, je suis français. De la circonscription de Bercy-là, mais moi la personne que je venais voir est de Cergy, là où je suis élu, et donc effectivement monsieur après avoir fait ses études en France avec un visa étudiant, après avoir trouvé un CDI ici, après avoir s'être marié et avoir fait des enfants ici, se retrouve en rétention parce qu'effectivement il y a eu un problème dans la transformation du titre de séjour étudiant en titre de travail, et donc il se retrouve dans un centre de rétention alors qu'il devrait être en train de s'occuper de ses enfants, de travailler, de finalement faire sa vie en France, et donc c'est pour ça que je tenais à venir le soutenir et à faire en sorte qu'on puisse le faire sortir d'ici tout simplement. Et c'est vrai que ce genre de parcours, on les rencontre souvent dans les centres de rétention. Alors, ce que nous dit la police, c'est que 100% des revenus auraient en gros bénéficié de l'ordre public. Alors, au-delà du fait que je suis dans le camp du bien, pas de participer à une manifestation, pas du mal, non. Un trouble à l'ordre public. Je fais des vidéos, toujours de bonne humeur. Je dénonce tout ce qui n'est pas normal. Y a plein de trucs qui vont pas dans la société. Les riches ils sont pas pauvres, les pauvres ils sont pas riches. C'est dégueulasse, c'est triste, ça me révolte et j'ai envie de crier. Si j'étais un chien, j'irais pleurer. Dans ma niche, je m'appelle Pantou. Je suis un streamer, je suis dans le camp du bien, oui, mais pas du mal, non. Je fais des vidéos, toujours de bonne humeur. Je dénonce tout ce qui n'est pas normal. Je suis dans le camp du bien, oui, mais pas du mal, non. Je défends la veuve, l'orphelin et l'animal. Je suis dans le camp du bien et pas du mal, non. Je défends la veuve, l'orphelin. Je défends la veuve, l'orphelin. Je défends la veuve, l'orphelin et l'orphelin. Je défends la veuve, l'orphelin et l'animal. Je suis de gauche, je suis de gauche. Parce que la droite c'est trop le mal, parce que la gauche c'est trop le bien. Et que comme je dis que je suis dans le camp du bien, et comme je dis que je suis dans le camp du bien, bah je peux pas être de droite, car c'est le mal. Car c'est le mal, et le mal c'est pas bien, c'est pas normal, pas normal.